M23 soutenu par le gouvernement rwandais et son président Paul Kagame. Le nouveau mouvement populaire, dans les perspectives et la lutte pour le rétablissement de la sécurité et de la paix en République démocratique du Congo, organise pour cette fois, pour cette énième fois, ce direct en faveur de notre cher beau pays frère. La thématique qui me verra dans l'émission d'aujourd'hui, c'est bel et bien l'analyse et le décryptage des déclarations de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, au sommet de Munich pour la sécurité. Et pour ce plat chaud, notre invité exclusif, le président national du nouveau mouvement populaire, le président Banakani, qui analysera et qui fera aussi le décryptage et même le décortiquage, comme d'habitude. Il posera aussi les jalons comme perspective à la solution à la crise qui sévit à l'est du Congo. Monsieur le président Banakani, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi à nos internautes. Je ne cesserai jamais de les remercier pour l'accompagnement extraordinaire dont tu nous gratifies dans cette grande aventure. On voit la famille s'agrandir tous les jours, et c'est très encourageant pour une initiative qui n'a pas 4 mois, 5 mois. Donc je les remercie du fond de mon cœur et je suis très enthousiasmé par cette famille de lutte et de combat. Je salue les techniciens, toute l'équipe qui permet qu'on soit positionné, stabilisé dans les réseaux sociaux, dans les plateformes. Je salue l'équipe d'intervieweurs, n'est-ce pas, qui ont préparé les interviews. Voilà. Donc je suis à mon poste, comme on dit, et je suis prêt pour la bagarre. Vous êtes à votre poste, monsieur le président, oui, et comme nous avons toujours à mon poste. Nous avons l'habitude de le dire, nous sommes Congolais. Je suis Congolais. Juste pour vous rappeler, chers internautes, vous êtes connectés sur les plateformes numériques du NMP, notamment NMP officiel, sa chaîne YouTube. Je suis Eugène Edjengele pour ce direct spécial consacré à notre cher beau pays, la RDC. Voilà, j'aime ça, notre cher beau pays. Monsieur le président Banakani, nous allons d'abord nous appesantir sur l'état des lieux en RDC. Nous avons tous suivi que Bukavu, la capitale du Sud Kivu, avait été prise par le groupe terroriste M23, allié des forces rwandaises. Hier, dimanche, sur le site de la présidence de la République congolaise, nous avons été informés que Bukavu a été repris sous contrôle par l'armée congolaise en coaction avec le peuple congolais, notamment les voisins alentours. Ouais. Cette reprise de contrôle de la ville de Bukavu, monsieur le président, par les Ouazalento, démontre qu'il y a des atouts au Congo pour riposter la secte terroriste du M23, monsieur le président. Et on se demande, la question qu'on se pose pertinemment ce soir, monsieur le président, pourquoi est-ce que les chefs d'État africains, notamment ceux des Grands Lacs, n'arrivent pas toujours à agir militairement en faveur de la RDC? Qu'est-ce qui tient vraiment, monsieur le président, nos dirigeants? Ben, je tiens aussi à saluer la timide mais progressive remontée en puissance, ou bien remontée en combativité. Ce n'est pas encore la puissance de l'armée de la RDC et des vaillants Ouazalendo. C'est pas timide remontée qui se traduit par, évidemment, la reprise de la ville de Bukavu. Moi aussi, j'ai vérifié, sauf si on nous demande le contraire, hein, mais moi aussi, j'ai vérifié ça sur le site de la présidence, de la RDC, qui a officialisé cette reprise de la ville de Bukavu. C'est une bonne chose. Mais il faut rester très vigilant parce que la marque de cette crise, c'est une évolution en dents de scie. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a une remontée, n'est-ce pas, des forces armées de la RDC. Demain, vous avez l'impression de voir une chute spectaculaire, etc. Après, voilà, donc c'est en dents de scie. Ce qui n'est pas commode, hein, pour nous qui voulons être bien situés sur les capacités de l'armée de la RDC. Mais il faut saluer les Ouazalendo, ils sont extraordinaires. Les Ouazalendo, je pense que ça allait vite en besoin. Je pense qu'il n'y aura pas d'armée du Congo demain
sans les Ouazalendo, du moins sans cet esprit. La combativité, l'intrépidité, l'engagement qui manque, n'est-ce pas, à la hiérarchie militaire de la RDC. Cette résistance de Ouazalendo, Monsieur le Président, démontre que dorénavant, la crise qui sévit à l'est du Congo aura des flux et des reflux sur les positions stratégiques des combattants. Bien sûr, c'est une évidence. Bien sûr que je dis que l'esprit Ouazalendo, c'est un esprit formidable. C'est la spontanéité dans la défense de la patrie, un volontarisme inébranlable. Inébranlable parce que sans formation, ces dignes fils du pays se sont levés pour défendre la patrie. Donc cet esprit Ouazalendo, ça manque à la hiérarchie militaire en RDC, qui est corrompue pour la plupart et qui a trahi le pays. Donc on ne peut que saluer l'esprit Ouazalendo. C'est l'esprit du nationalisme, c'est l'esprit l'espèce de fighting spirit de la RDC qui consiste à ne jamais céder à l'ennemi. Parce que le Congo doit rester debout. Le Congo ne va jamais plier son genou face à ses ennemis, face au terrorisme, n'est-ce pas, face au complot de l'Occident contre la RDC, qui consiste à utiliser l'un des plus grands criminels de guerre de l'histoire de l'humanité, l'un des plus grands assassins de l'histoire de l'humanité, Paul Kagame et son régime, pour déstabiliser toute l'Afrique. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, pour revenir au fond de la question, à savoir pourquoi les présidents africains sont si tenus. Mais c'est simple. C'est simple. Depuis des décennies, après le cycle des indépendances, à la faveur de la bolle, le président français, M. François Mitterrand. C'est quoi la bolle, Monsieur le Président? C'est un sommet qui s'est tenu dans une ville de la France qu'on appelle la Baule. Donc, c'est une ville, c'est un lieu, mais je pense que c'est en France. Vous savez, moi, je ne suis pas français, donc ne me demandez pas de connaître les villes de la France. S'il arrive qu'on peut citer quelques villes de la France, tant mieux, mais mon rôle, ce n'est pas de chercher à savoir les villes de la France. Mais il y a un sommet, c'est le sommet de la Baule des années 90, qui s'est tenu, n'est-ce pas, à la Baule justement, présidé par M. Mitterrand. Il avait réuni les chefs d'État africains qui étaient assis comme des grands enfants devant papa. Ils étaient là en veste, ils écoutaient le maître proférer ses sermons. On avait affaire à une quasi-messe avec un grand prêtre, à la différence qu'il était en veste cette fois-ci, M. Mitterrand, et quelques chefs d'État africains qui ressemblaient à ces Africains qui voyaient pour la première fois, je ne sais pas, l'homme blanc, et qui pour certains se demandaient si l'homme blanc n'est pas un demi-dieu. Donc Mitterrand a sermonné les chefs d'État africains et a plébiscité la démocratie contre l'aide de la France. Et l'aide sera modeste pour ceux qui vont se mettre à l'école de la démocratie, disait-il, et elle sera très enthousiaste pour ceux qui vont... l'aide sera très modeste pour ceux qui vont refuser d'embrasser l'école de la démocratie. Elle sera très enthousiaste, ce sont ces mots, hein, pour ceux qui vont se mettre à l'école de la démocratie. Évidemment, il était le chef de l'école, il était le grand maître, il devait donc enseigner les dirigeants africains, n'est-ce pas, sur les vertus de la démocratie. Et sans embraser le continent africain, les Africains, un matin, après avoir vécu plus de 40 ans, 30 ans sous le parti unique, ont découvert un matin que non, ils étaient prêts pour la démocratie. Voilà. Comme les hordes de singes devant des tas de bananes. C'est une jubilation, une espèce d'extase, n'est-ce pas, qui s'est emparée des dirigeants africains. Chacun voulait se mettre à la part de la démocratie. Et nous avons ouvert la porte à cette démocrature qu'on voit sur le continent africain depuis plus de 30 ans. Alors, le problème qui se pose, c'est quoi? Le problème, c'est qu'est-ce que le pouvoir, Djangele? Ça fait très longtemps que les Africains ont déserté la réflexion sur qu'est-ce que le pouvoir. Est-ce qu'on peut enraciner le pouvoir dans une société à partir d'une greffe qui vient de l'étranger? Est-ce que c'est l'étranger qui vient fonder le pouvoir chez vous? Ce n'est pas le pouvoir. Ou bien le pouvoir, c'est une création endogène.
Nous voulons savoir, Monsieur le Président. Non, mais je pose ce problème parce que ce soit au niveau de l'élite, que ce soit au niveau des politiciens, ce débat n'existe pratiquement pas. Que des théoriciens laissent se lever comme ça en passant. Mais une véritable réflexion sur le pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir, son origine, comment se constitue le pouvoir dans une société, n'a pas lieu en Afrique depuis des siècles. Depuis des siècles. Or, la maîtrise du processus de formation du pouvoir politique, du pouvoir d'État dans notre société a été rompue depuis la chute de l'Égypte antique, l'esclavage, les deux cycles d'esclavage, la colonisation et le cycle néocolonialiste jusqu'à aujourd'hui. Donc, on n'a jamais eu le temps, nous les Africains, de nous pouvoir en État et en pouvoir de manière endogène. Comment voulez-vous, dans de pareilles conditions, même, vous développer? Vous voulez remettre en cause la légitimité du pouvoir des chefs d'État africains, Monsieur le Président? Il n'y a pas de pouvoir en Afrique, ni d'État au sens authentique du mot. Si l'État, c'est une greffe étrangère, bon, appelez ce machin-là État, et ça se voit. On voit ce que c'est l'État là-bas. Et comment le vrai pouvoir se manifeste à la tête des États? Bon, il faudrait qu'on fasse une émission spéciale là-dessus. Mais je vous dis, le pouvoir, c'est une organisation qui se donne, n'est-ce pas, pour établir l'ordre, un ordre dans une société, un ordre, pouvoir d'État. De manière fondamentale, c'est la promesse de l'éternité d'une société. C'est-à-dire que la société parie sur elle-même à travers le pouvoir en se projetant sur un temps très long pour se développer, se protéger contre les menaces extérieures et même intérieures, pas sauvegarder son espace de vie, pas, etc. Donc c'est ça le pouvoir d'État. Et c'est un des éléments déterminants d'une société. C'est à travers le pouvoir et l'État qu'on caractérise une société. Est-ce que c'est le manque de pouvoir non, je parle du pouvoir politique et de l'État. L'État qui dirige une société. Pourquoi les dirigeants doivent diriger une société? Pourquoi le pouvoir? Pourquoi l'État et non rien? C'est ce débat fondamental de la politique, du pouvoir. Or, je vous dis, depuis des siècles, j'allais me dire, depuis des millénaires, l'Afrique a perdu l'initiative de se donner l'État et le pouvoir politique qui correspond à sa situation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne réfléchissez pas sur comment vos présidents deviennent présidents. C'est un problème. On ne réfléchit pas. Depuis bientôt 30 ans, n'importe qui peut être président en Afrique. Monsieur le Président, où est-ce que vous voulez en venir? C'est pour vous dire que, si on ne commence pas par poser ce problème fondamental, votre question à savoir pourquoi les chefs d'État sont si tenus n'aura pas de réponse. C'est un ensemble de forces organisées, M. Diengele, qui mettent quelqu'un au pouvoir dans un pays. Si le malheur que vous avez est que ces personnes organisées, ces forces organisées sont à la solde de l'étranger, mais taisez-vous, vous êtes moins que des esclaves. Ne venez pas pleurer sur les effets d'une cause que vous ignorez. Ça veut dire que, mais, je suis désolé, ça veut dire que c'est de l'enfantillage à la limite. Et vous ne savez pas ce que vous faites. Quelles sont les forces organisées qui placent les gens au pouvoir dans nos sociétés? C'est vrai pour tous les pays africains, en commençant par le Cameroun, mon pays. C'est valable pour tous les États de cette sous-région que vous soulignez. Et c'est encore plus vrai pour la RDC. Comment les gens arrivent au pouvoir? Vous n'avez dit pas les élections, vous êtes sérieux? Il y a élection, ça fait sérieux. Tout à l'heure, on verra la valeur des élections. C'est ça qui explique. En prenant le cas particulier du président Tshisekedi. Mais je termine la réflexion. Nous allons arriver à ce niveau, Monsieur le Président. Je termine la réflexion avec votre permission. Oui. Les forces organisées en Afrique qui permettent l'accession au pouvoir d'État de nos dirigeants travaillent-elles pour l'Afrique? Sont-elles des forces, sont-elles l'expression d'une véritable endogénéité sociopolitique? Non. Non. C'est parce que vous allez tous les 5 ans voter quelqu'un que vous croyez que c'est vous qui votez. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez voter quelqu'un qui ne peut pas vous défendre. Que quand tu as les menaces qui pèsent sur le pays, c'est comme pas lui-même comme s'il était un étranger, comme s'il n'est pas compté, comme si lui aussi il est dépassé. Ça veut dire que vous n'êtes pas un État organisé. Au sens moderne du mot, donc il n'y a pas de pouvoir qui permette d'organiser la société, de la protéger, n'est-ce pas, et de l'inscrire sur une longue durée dans la conscience des intérêts nationaux du pays.
Alors, nos dirigeants actuels, pour la plupart, citez-moi combien de dirigeants africains ne sont pas membres des sectes ésotériques. Citez-moi combien de dirigeants africains qui ne font pas partie des sectes ésotériques, de sociétés ésotérico-religieuses contrôlées par l'étranger. Citez-moi un seul. Citez-moi, citez-le-moi. Mais on vous entend, Monsieur le Président. Pour le cas de la RDC et des pays de la sous-région, on commence par là. Ça sert à quoi de voter un président qui, lui, a un agenda de sa secte, a prêté serment devant sa secte, à savoir ne jamais trahir l'intérêt de sa secte. Vous n'avez pas vu les images sur Internet de vos dirigeants africains faisant allégeance à la franc-maçonnerie? Nous avons vu, Monsieur le Président. Mais on vous entend, c'est comme si les pistes de solutions sont tellement bloquées au point où la RDC ne devrait pas s'entendre à une aide quelconque de ses confrères des pays du Grand Lac. Non, je ne dis pas ça, je constate. Pendant qu'on fait les processus de Nairobi, de Luanda, tous ces processus d'Ar es Salaam, toutes ces choses-là, observez-vous sur le terrain. Est-ce que le M23 recule? C'est la question que nous allons vous poser, Monsieur le Président. Il avance. Attendez, il avance. Et puis, il est condamné par qui? Qui ne connaît pas les atrocités de M23? Qui ne sait pas que ça fait 30 ans qu'il y a un génocide au Congo? Et qu'est-ce qui explique cette immunosité des actions du M23 au Congo? Pourquoi le Rwanda est-il si immunisé contre les sanctions des J'arrive. Vous devez comprendre donc que les dirigeants de la sous-région, et c'est valable pour tous les pays de l'Afrique, ne peuvent pas combattre leur patron. Puisque si vous êtes franc-maçon, par exemple, et qu'on voit très bien qu'en RDC, pour le cas de l'Afrique, c'est la franc-maçonnerie dans sa façade supérieure qui est à l'œuvre. Alors, c'est un conglomérat ésotérique mondial qui coiffe les sociétés en se rendant invisible et qui initie tous les dirigeants pour la plupart qui doivent émerger. Vous faites référence à quoi? Au lobby juif? La franc-maçonnerie. Je ne sais pas si est-ce que tous les juifs sont francs-maçons? Je ne crois pas. Mais il y a une bonne dose de juiverie dans la franc-maçonnerie, vous n'avez pas tort. Mais ce n'est pas la propriété d'une race, d'un peuple. Hein. C'est une organisation qui dépasse la race. Elle a vécu la race depuis très longtemps. Elle est au-dessus des nations. Il s'agit de contrôler les hommes, de contrôler les nations. Par un ensemble de pratiques ésotériques et d'illusions qu'on vend à des dirigeants inconsistants. Et ces pactes, les pactes qu'on y fait, placent l'intérêt de cette méga structure mondiale au-dessus des intérêts des nations et de votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment où un dirigeant appartient à ces loges-là et qu'il arrive qu'il y a un conflit entre son pays et ses loges, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est devant le dilemme, soit il obéit à la loge, soit il obéit à son pays. Comment vos dirigeants résolvent ça? Je répète encore, tous vos dirigeants-là, qui sont dans la sous-région, ne sont pas seulement de l'Afrique australe, la SADC, tous vos dirigeants, montrez-moi un qui n'est pas dans ces loges. Toutes vos élites-là, montrez-moi une qui n'est pas dans ces loges-là. Montrez-moi. Alors, si ces ordres ne servent à rien, pourquoi tous nos élites sont dedans? Qu'est-ce qu'elles font dans ces loges-là? Regardez l'influence de quelques souteneux de la RDC devant un État. Pourquoi des souteneux peuvent exercer une telle influence? Nous allons aborder ce sujet. Mais alors, vous voyez que vous pouvez diriger un pays, si vous êtes impressionné par la soutane d'un archevêque, comment vous allez concilier l'intérêt supérieur de l'État avec la peur que vous inflige un petit souteneux qui lui dépend de l'Église romaine? Vous voyez que l'Église romaine, c'est un jeu. Ils font des rituels, c'est un ensemble de rites. La messe, le rite, on parle des rites. Ils pratiquent des rites coiffés par une organisation religieuse puissante qui a traversé un ou deux millénaires déjà. Hein? Qui gère les symboles, des pactes. Vous n'appartenez pas comme ça à l'Église catholique parce que vous croyez en Dieu, ça ne veut rien dire. Parce que vous croyez d'abord, vous croyez en Dieu pour tromper les naïfs, mais vous pratiquez quel rite? Quel rite pratiquez-vous? Et vous voyez que c'est un jeu. Bon, quand vous avez des dirigeants, des élites qui ne sont pas indépendantes, qui peuvent pas, quand ils voient un évêque, ils font la genuflexion, ils baisent sa bague. Quand tu as chaud des intérêts, vous attendez à quoi? C'est ça la RDC. C'est ça, c'est tous les jours. Maintenant, deuxièmement, quand les dirigeants volent l'argent et placent à l'étranger, quand ils volent l'argent et placent à l'étranger, quand leurs enfants fréquentent à l'étranger, quand les dirigeants estiment que le paradis c'est l'étranger, vous attendez à quoi?
tous vos dirigeants là, où se trouvent leurs avoirs? Votre élite là, leurs avoirs se trouvent où? Ils espèrent où? Ils espèrent dans leur pays ou à l'étranger. Monsieur le Président, vous présentez là le problème congolais à partir des données géospirituelles. Mais nous savons que le Congo... Et géostratégique même. Et géostratégique aussi, Ouais. mais nous savons que le Congo est le deuxième pays où les églises sont tellement implantées. Mais qu'est-ce qui bloque? Et quand l'église est implantée, ça veut dire quoi? Ils ont une forte religion chrétienne qui sévit au Congo. Bon, les églises catholiques sont presque implantées partout au Congo. Il y a les messes chaque dimanche, même chaque mercredi. Non. Le peuple est englobé dans les prières. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui bloque? Et Kagame les dépasse. Kagame montre que ça va. S'il faut évaluer, ben, à quoi c'est de prier si on ne peut pas protéger sa nation? Donc la solution est donc ailleurs, Monsieur le Président. Non, mais c'est d'interroger sérieusement les fondements de la faiblesse de l'État de la RDC. C'est ça qu'il s'agit. De la faiblesse de l'action sous-régionale. Qui est dans l'incapacité de discipliner des milices. Un fou contre qui tout crie contre Kagame, tout crie. L'opinion mondiale a vomi ce criminel. Mais alors pourquoi, jusqu'à présent, on observe une espèce d'impunité? D'ailleurs, Yao Lorenzo, il a démissionné. Maintenant, il prend prétexte de sa présidence de l'Union africaine pour dire qu'il est trop occupé. Il faisait quoi avant quand il n'était pas occupé? Qu'est-ce qu'il faisait là? Bon, vous voyez très bien, vous voyez très bien que vous faites très bien de questionner l'impuissance de la sous-région. J'ai convoqué aussi les éléments, les appartenances ésotériques de nos dirigeants. Deuxièmement, j'ai convoqué la peur que les infligent les souteneux de l'Église catholique et d'autres églises. Troisièmement, la corruption des dirigeants. Le fait qu'ils gardent leur trésor. Quand ils pensent leur avenir, est-ce qu'ils pensent que leur avenir est garanti dans leur pays ou ailleurs? Hein? C'est ça. Quatrièmement, le fait que l'Occident les tient tous. Puisque, bon, si vous voulez, ça c'est la faiblesse objective. Là, c'est plus une faiblesse subjective à titre personnel. Là, c'est le fait que le continent dépend des guichets financiers internationaux. Et du coup, ils sont terrorisés par le fait que ben, si je branche, les représailles m'anéantiront. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je laisse de côté le fait que, je voudrais convoquer enfin l'inexistence géopolitique de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Nos dirigeants ne font pas de la géopolitique. Quand ils la font, c'est à titre personnel, c'est pour l'intérêt de leur famille et de la conservation du pouvoir. Pensez la géopolitique comme étant la véritable perspective qui permet d'anticiper sur les menaces qui pèsent sur un pays, et de mettre le pays à l'abri des menaces. Nos dirigeants ne le font pas. Et ça se voit. Tout à l'heure, j'y reviendrai. Le seul là-bas, bizarrement, qui fait la géopolitique, c'est Paul Kagame. Mais c'est celle du crime, c'est celle de la trahison, c'est celle du versement de sang, mais c'est lui qui fait la géopolitique. Tout à l'heure, on verra pourquoi, comment il a pu s'organiser pour être, entre guillemets, pour pouvoir faire tout ce qu'il est en train de faire. Il fait de la géopolitique. Oui, il fait de la géopolitique. Il est un pion de la géopolitique. Il est un pion, mais il fait de la géopolitique. Mais c'est celle du crime, hein. Elle est très facile. Vendre ses frères pour se positionner. Il n'invente rien. C'est ce que font tous les traîtres africains depuis des millénaires. Mais lui, au moins, il est dans ça. Du moins, il a fait allégeance à un système géopolitique mondial qui est fondé sur la disparition de l'Afrique. Voilà. Donc, vous voyez très bien, vous voyez bien l'enjeu du pouvoir. Parce que si on ne comprend rien à la crise de la RDC, si on ne peut pas se taper l'enjeu du pouvoir, parce que c'est l'enjeu du pouvoir qui rend Tshisekedi faible, qui pour l'instant a rendu provisoirement faible la RDC, face à un petit pays. Puisque le président Tshisekedi désigne qui? Quand vous l'écoutez, Kagame. Bon, maintenant Kabila, Kagame. Mais il ne désigne pas les Occidentaux. Donc, si on prend donc la rhétorique du président Tshisekedi, si on le prend au mot, on dit que bon, ok, mais Kagame, c'est même pas un quartier de la RDC. Comment donc tu expliques que Kagame est plus fort que ton pays? Oui, donc je vous dis, le débat il est là. Et c'est un grand débat. C'est le débat sur la réflexion des régimes politiques, sur la réflexion sur le régime politique en Afrique. Si on vous dit que, bon, ok, l'horizon indépassable de la politique et des régimes politiques, c'est la démocratie, ben, le débat est sur la table. Vous faites bien de le dire, Monsieur le Président Banakani, parce que nous allons entrer au point fouet de ce qui s'est passé à Munich. Le président Tshisekedi, avant ses déclarations
très agressif face à son prédécesseur, a quand même tenu à vanter ses positions politiques en disant qu'il est le meilleur démocrate de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il a été élu démocratiquement, il a vanté la démocratie, mais manifestement, Monsieur le Président, ça n'a pas empêché que son statut de démocrate soit déstabilisé dans son pays. On se pose donc la question, au moment là où on peut déstabiliser un président qui vient d'être élu, où il y a les violations des droits de l'homme, Monsieur le Président, quelle est la valeur réelle de la démocratie en contextualisant la situation en Afrique? Mais regardez, Monsieur Tshisekedi, le président Tshisekedi, il est dans le piège de la démocratisation, la démocratie. Puisque maintenant, tout dirigeant africain, il veut se présenter en démocrate pour plaire à l'Occident et de là, jouir de ce qu'on pourrait appeler les conséquences d'un parapluie diplomatique. Oui, diplomatico-démocratique. Si je suis démocrate, alors je suis en paix avec les Blancs et ça peut aller. Mais on voit très bien que ça ne sert à rien. J'ai bien suivi l'interview du président Tshisekedi à Munich. Il s'est présenté comme le meilleur élève de l'Occident, d'une certaine manière, que bon, moi, depuis que je suis au pouvoir, je ne tape pas les opposants, je ne les tue pas, contrairement à mon prédécesseur, j'ai été élu, etc. Ok, ben, comment est-ce que vous pouvez, comment ça ne vous dit rien? Comment vous laissez tomber une démocratie? Bon. Tout en comprenant la stratégie du président Tshisekedi, dans l'ensemble, c'est enfantin, ça fait pleurer, ça fait rire, c'est enfantin. C'est enfantin, et ça montre une fois de plus la naïveté des pays africains. Tout État africain qui se démocratise, version occidentale, est mort. Je répète encore, tout État africain qui se démocratise, version néocoloniale occidentale, est mort. Et comment faire alors que la démocratie, actuellement marche avec le financement? Non, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. La démocratie, la vraie, quelle que soit la forme qu'elle a, est l'émanation d'un peuple. Ce n'est pas une grève qui vient de l'étranger. Pour le moment, le peuple ne détient pas le pouvoir. Non, il doit l'avoir par les... Non, le peuple, vous voulez parler comme Sarkozy, les peuples africains sont dans l'histoire, ils l'ont démontré. Mais c'est qu'il y a des forces contradictoires qui s'affrontent dans nos sociétés. Il y a des uns qui sont réactionnaires et d'autres qui sont progressistes. Mais les luttes des peuples vont sanctionner ça. Et comment ça copie notre démocratie? Qui a démocratisé l'Europe? Est-ce que l'Europe s'est démocratisée parce qu'il y avait un grand prêtre de la démocratie qui donnait les ordres aux Européens? Ce sont les combats internes de l'Europe et l'évolution qui ont abouti au régime qu'ils appellent démocratie. C'est la même chose que ça fait chez nous. Si on doit être une démocratie, ça doit être des batailles internes qui doivent conduire à cela. Pas des injonctions. Pas des injonctions. Ce n'est pas une mission civilisatrice, mais on y est là. On y est. Et la crise en RDC, c'est comme ailleurs, comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme au Niger, comme au Tchad, comme partout, comme au Cameroun. Nous sommes en face d'une crise violente de ce modèle, de cette friperie que nous avons vendue. C'est de la friperie politique. C'est comme si nous ne pensions pas, on ne peut pas réfléchir. Mais toute l'histoire de l'Afrique, c'est une histoire de quoi? De dictature. L'Afrique n'a jamais été... Est-ce qu'il y a une démocratie plus avancée ou que les sociétés africaines, que les régimes africains? Je ne parle pas des régimes politiques qui sont issus de l'esclavage, de la colonisation, etc. Je parle de l'Afrique, hein, pré-esclavagiste, pré-coloniale. Ça n'a jamais été possible de faire une dictature en Afrique. Donc, vous ne pouvez pas compliquer le débat. Il y a démocratie dans une société si seulement c'est un processus interne. Il n'y a pas de mission civilisatrice qui puisse convertir une société à la démocratie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est ça qui... C'est que de voir, il est confronté à ces limites-là, il est en train de voir. Il voit. Ce sont les mêmes gens qui vantent la démocratie qui sont derrière Kagame, non? Et Kagame, c'est un modèle évidemment de démocratie. Il aime la meilleure démocratie mondiale à l'heure actuelle. Kagame est la meilleure démocratie mondiale à l'heure actuelle. Ça se voit, non? Et ça ne se voit pas. Mais c'est pour vous signifier comment l'hypocrisie de ceux qui vous parlent de démocratie, la démocratie dans le contexte géopolitique actuel vise à démembrer les pays africains, à les rendre ingouvernables. Je dis bien la démocratie version néocoloniale, qu'on s'entende bien. Je ne fais pas l'apologie des dictatures. L'Afrique n'a pas connu les dictatures. Ceux qui connaissent les régimes politiques africains, du point de vue de notre anthropologie, de nos corpus civilisationnels, savent comprendre ce que je parle. L'Afrique n'a jamais été une dictature. La structure du pouvoir en Afrique ne peut pas être dictatoriale. Tout ça, c'est de manière fondamentale une espèce de consensualisme politique. Donc, l'Occident est arrivé, on a perdu ça, cette initiative politique, ça a été remplacé par des caricatures de régimes politiques qui se sont succédés,
n'est-ce pas? Ce sont des régimes, des régimes politiques coloniaux, après néocoloniaux, parti unique, maintenant le multipartisme et démocratie néocoloniale. On voit dans quel état ça laisse le continent. Dites-moi, à quoi ça sert à un président comme au Congo d'aller dire qu'il est élu, qu'il n'a pas d'armée pour protéger son pays? Vous ne voyez pas que c'est honteux? Ça sert à quoi? Le président a tout mon soutien dans cette crise, tout mon soutien, vous le savez, mais ça pose un problème. C'est lui qui a mené, qui a pris la parole. Et nous allons rester à minuit, monsieur le président. J'arrive. Donc, je vous dis quoi? Il est important, la question du pouvoir. Je dis qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, quand on parle de démocratie, je ne cesse pas de rappeler les conditions socio-économiques, les conditions culturelles qui prévalent pour qu'il y ait démocratie. Que ce soit depuis la Grèce antique, en passant par les démocraties, les républiques, n'est-ce pas, les États-nations, qui vont au fur et à mesure, n'est-ce pas, se démocratiser. Lisez leur histoire. Vous voyez dans quelles conditions ces pays-là sont fait appeler démocratie. Vous êtes sérieux? L'Occident, prenez la Grèce. Allez étudier la structure de la démocratie grecque. Vous voyez qu'on parle de quoi je parle. Prenez Rome. Allez étudier les structures de la démocratie romaine. Cette république romaine, cette là. Vous allez comprendre. Quand l'Europe entre dans le Moyen-Âge, en montant, sort du Moyen-Âge, allez étudier, n'est-ce pas, les structures, n'est-ce pas, qui portent les matrices qui ont permis à ces pays d'adopter le régime là, que vous appelez démocratie. Étudiez l'Amérique, la Hollande, tous ces pays. Vous allez comprendre que on se moque de vous. On se moque de vous. Ces structures n'existent pas en Afrique pour exemple que nous sommes des pays dominés et écrasés. Comment en même temps être un pays dominé et écrasé et on vous impose une camisole de force démocratique que vous devez porter? Mais ça il faut comprendre ce que ça veut dire. On se moque de vous. C'est comme si on mettait un masque sur vous. On se moque de vous. C'est incroyable. Et je n'ai pas cessé de dire depuis 15 ans ceci. Vous pensez que la démocratie pouvait libérer l'Afrique? Les Blancs, les Occidentaux, là, Dieu vous donne ça? Il y a des technologies là. Ils ne vous donnent jamais ça. Mais demandez à eux de donner les technologies. Donc, qu'on se comprenne bien, ne pas confondre la démocratie comme étant l'aboutissement d'un processus interne et historique qui permet à une société de se donner un système politique et la démocratie néocoloniale qui sont des friperies qu'on importe et qu'on impose aux pays africains. Regardez leur inefficacité. Regardez dans quoi ça met les pays africains. Je répète encore, comment un gigantesque État comme la RDC peut dire qu'il est une démocratie? Ils s'en vendent. Et un quartier comme le Rwanda déstabilise la RDC. Vous êtes sérieux? Ça, c'est bien compris, monsieur le président. Nous allons donc rester en minute puisque le président Tshisekedi n'a pas juste parlé de la démocratie. Il a fait des déclarations graves à l'endroit de l'ancien président Joseph Kabila. Et pour ne pas déformer cette déclaration, je préfère le lire. Le président Tshisekedi a alors déclaré: il existe au Congo une opposition qui a une capacité de nuisance démontrée en s'alliant au Rwanda et en déstabilisant le pays. Mon rôle est de mettre tout le monde devant ses responsabilités. L'histoire nous jugera parce que ceux qui sont victimes aujourd'hui de cette dérapage de l'opposition, ce sont des Congolais. Et ces Congolais jugeront ces gens. Un jour, ils sauront qui a fait quoi. Il a poursuivi en ajoutant: je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire, monsieur le président, c'est la déclaration du président Tshisekedi. Oui. Le vrai commanditaire de cette opposition est mon prédécesseur, Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas. Il n'assume pas ses actions. Telles sont les déclarations faites par le président Tshisekedi à Munich. Bien que dans ces déclarations, il n'y a pas eu des éléments assortis, des preuves qui fondent ces allégations. Mais tout au moins, le silence de l'ancien président Joseph Kabila ouvre la porte à plusieurs suspicions et même spéculations, monsieur le président. Mais la question que nous voulons savoir, monsieur le président, quel commentaire pouvez-vous faire?
Bon, c'est encore la preuve des impasses dans lesquelles se trouvent les pays africains qui sont dans la démocratisation version coloniale, version recolonisatrice. C'est l'impasse. Quand vous écoutez le président Tshisekedi, réduire le problème de son pays à une action commanditée de l'ancien président. Allez, prenez le micro. Allez tendre le micro à M. Kabila, à M. Katumbi, à Fayoulou. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Il va vous sortir 1000 preuves que c'est Tshisekedi le problème. Je répète, c'est-à-dire, faites l'exercice. C'est Kabila. Non, que c'est Tshisekedi le problème, puisqu'il est au pouvoir. Si. Voilà. Mais le problème en démocratie, ne pas vouloir imiter les blancs. C'est-à-dire, quand tu es opposant, tu critiques le pouvoir, tu critiques. C'est-à-dire, tu fais comme si on est sur un terrain très neutre. L'Afrique n'a pas de problème de domination étrangère. On n'a pas le fait qu'il y a l'absence de souveraineté est fausse. Le caractère absolument dépendant de nos économies, c'est une lubie des panafricanistes, etc. Vous croyez à ce genre de choses, vous dites ça. Prenez le micro. Allez voir M. Katumbi, allez voir M. Fayoulou, allez voir M. Kabila. D'ailleurs, je viens de voir une dépêche où les Katumbi soutiennent le dialogue des évêques. Vous voyez, ça vous dit rien. C'est pas le hasard. Ils vont vous démontrer comment c'est ce qui dit le problème. On sort comment de ces querelles pour attaquer les vrais problèmes de nos pays. C'est ça la vraie question. Mais on nous épuise dans ces querelles. Vous voulez faire la politique de cette façon-là dans des pays qui n'ont pas d'indépendance, qui n'ont même pas d'armée, qui n'ont même pas de police, digne de ce nom. C'est un problème. C'est-à-dire que vous voyez très bien. Alors, le président dit que son problème, c'est son opposant. En moins de 2 mois, en moins de 3 mois, il accuse 2 personnes. Avant, c'était le président Kagame. Il accusait comme le commanditaire. Non, il est cohérent dans l'accusation du président Kabila. Je peux vous sortir des sorties, je peux vous sortir des déclarations du président avant même le début de la crise, où déjà il pointait son prédécesseur comme étant le problème. Donc, je vous dis que si maintenant, supposons que ce soit même vrai ce que dit le président, ça change quoi? Ça pose un problème. Vous voyez l'incapacité de nos sociétés, de nos chefs d'État à désigner le vrai coupable de nos problèmes. On sait bien que ce soit Kabila, que ce soit Kagame, ce sont les instruments. Ce sont des pions. Ce sont des pions. Pourquoi le président ne peut pas attaquer les États-Unis? Ne peut pas attaquer l'Union européenne? Il dit qu'il est dans la politique de l'efficacité. Attendez, je ne l'accuse pas. Il fait une analyse froide. Pourquoi il ne peut pas attaquer la France, etc. Pourquoi? Or, l'implication majeure, déterminante de ces puissances-là, c'est l'évidence, c'est factuel, c'est dans la rue. Même quand un bébé marche, il voit comment la France, l'État de complot contre la RDC. Pourquoi le président ne peut pas dire ça? Je comprends. Les rapports de force sont tels qu'il est obligé de se concentrer, n'est-ce pas, sur Kagame et sur ses opposants intérieurs. Or, enlever Fayoulou, enlever Kabila, enlever Katumbi, vous aurez les mêmes problèmes qui vont se poser. La preuve, le président lui-même hier, il faisait les réunions d'opposition où? Où? À Kinshasa. À Kigali. C'est vrai qu'il a eu quelques réunions avec... Je dis qu'il faisait les réunions à Kigali. Et eux, ils marchaient ensemble. Le M23 même fait... Et ils marchaient ensemble. Attendez, ils marchaient ensemble. Ils n'ont jamais voulu poser les problèmes comme je l'ai pour à savoir les vrais problèmes du pays parce qu'on fait la diplomatie. Je vous dis, je soutiens le président Tshisekedi à l'heure actuelle. Il a mon soutien. Mais on entraîne au-delà de soutenir un président. Il est question de tirer les leçons que cette crise nous met sur la table. Bien évidemment. Très bien, de voir les problèmes objectifs qui sont sur la table et de les dépersonnaliser. Et quels sont ces problèmes objectifs? Mais c'est ce que je vous dis. Je vous ai parlé de l'absence de pouvoir, l'absence d'État dans les pays africains. Une société consciente d'elle-même produit un État, c'est-à-dire un système d'organisation qui la préserve contre les menaces qui viennent de l'extérieur, qui anticipe sur sa potentielle disparition et son effondrement. C'est ça le rôle de l'État. Vous pensez que l'État, c'est quoi? Mais vous n'avez pas de police, vous n'avez pas d'armée. Un petit quartier comme ça, qu'on appelle le Rwanda, vient de stabiliser un géant comme la RDC. Et toute l'Afrique est menacée. Les dirigeants africains, personne ne peut intervenir. Personne ne peut intervenir, sérieusement. En dehors du président Ramaphosa, qui nous fait honneur, et le président du Burundi, un grand monsieur, M. Ndayishimiye. Voyez comment le président de l'Angola le voit, il le voit, pour finalement dire que, ok, enfin, accuser quelqu'un ouvertement. C'est une honte. Pourquoi on fait ça? Je vous dis parce que, en réalité, je vais vous choquer, hein, nous sommes des sociétés pré-politiques. On n'est même pas encore en politique.
Je vous dis, parce que quand on dit qu'on fait la politique, il y a des conditions minimales. Il faut qu'il y ait un État, un minimum d'organisation, un minimum de conscience historique de votre population. Mais quand vous regardez ça, vous avez la conscience où? Il n'y a pas de conscience. Il y a la preuve. Que dit le président? Que dit le président? Et moi, je vous dis, il n'a pas tort. Hein? Non, il n'a pas tort. Moi, je partage l'avis du président, à savoir mettre son prédécesseur devant. Depuis que c'est qui a commencé, que dit M. Kabila? Ce n'est pas pour faire de la suspicion, surtout qu'on se rappelle que M. Kone Nanga était le président de la commission électorale nationale indépendante. C'était l'homme de main de Kabila aujourd'hui qui a son mouvement, qui a rallié le M23. Et alors? Est-ce qu'il a tort? Alors, les faits sont là, non? Mais sauf que, monsieur le président, est-ce que nous ne sommes pas là dans l'analyse des effets au détriment de la cause? Vous avez raison, on dit la même chose. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut... vous savez, quand vous allez voir un médecin, vous êtes malade. Si ce monsieur passe son temps à s'occuper de vos symptômes, il va vous tuer. Un bon médecin vous fait asseoir, analyse, dégage les causes de votre maladie. Et une fois que c'est fait, il vous guérit très facilement. Donc, c'est la malédiction de tous les pays africains aujourd'hui. Et de nos réflexions, c'est que nous mourons, nous passons le temps à nous abîmer dans l'analyse des effets. Et on fait l'impasse en toute connaissance de cause sur les causes. Je me répète à dessein, sur les causes, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez, le président est coincé. Le président n'a pas d'armée. Vous savez, il n'a pas d'armée. La société congolaise est très divisée. Ça se voit par le comportement des opposants. Il est même actuellement là, mais il parle les catholiques. Les catholiques disent que tu ne vaux rien. Tais-toi, c'est nous les vrais patrons ici. Hein? Voilà le cas dans lequel se trouve le président. Le président doit une manœuvre. Je comprends ça. Je vous dis que je comprends sa situation. Hein. Vous savez, il y a une différence entre le panafricanisme, quand on est assis ici, en toute irresponsabilité, et quelqu'un qui est dans le chaudron du pouvoir. Pas facile. Là, moi, je comprends le président et je le soutiens. Dans les conditions actuelles, il ne peut pas faire mieux que ça pour l'instant. Ça veut dire quoi? Il faut que ce soit clair. Parce qu'on va dire, je signe un chef blanc au président. Non, je dis que dans les conditions actuelles de Tshisekedi, parce que quand on veut comprendre quelqu'un, mets-toi un peu à sa place. Il ne peut pas faire mieux que ce qu'il est en train de faire là. Tshisekedi, le président, c'est un occidental, vous avez oublié. C'est un occidental. C'est un démocrate, comme son père. Il croit à la démocratie néocoloniale. Il croit à ça. Il se vante de ça. Il croit à ça. Donc, du coup, il ne comprend pas, il ne veut pas accepter que ce que le poignard dans le dos sont les démocraties qui donnent l'ordre de démocratiser chez nous. Troisièmement, je vais choquer là maintenant, je vais choquer les gens. Le président, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, s'est-il enrichi ou non? À vous de nous dire, monsieur le président, nous ne sommes pas... Bon, pour l'instant, je pose la question. Où il a mis où ses avoirs se trouvent où? Tout son entourage, les avoirs se trouvent où? Nous savons qu'il voyage beaucoup pour les États-Unis et la Belgique. Vous ne pouvez pas donc voir très bien pourquoi. Si vos avoirs sont dans ces pays-là, et qu'ils sont en train de vous parler votre pays sur le dos, vous allez dire quoi? Puis on va seulement secouer votre compte bancaire. On vous montre que bon, tu as vu le compte que tu as fait, tu fermes ta bouche. Et c'est la tendance dans tout le Congo. La tendance est à l'enrichissement personnel. Est-ce que vous comprenez ça? D'ailleurs, on va aller, creusons l'affaire. Je répète encore, je soutiens le président de sécurité, peut-être que c'est connu. La manière dont la rupture entre lui et son prédécesseur s'est faite, dans quelles conditions? Lorsque vous achetez des députés, vous, c'est-à-dire des gens de croient, non, ces députés-là, ils sont congolais de nom, c'est-à-dire ils n'ont aucun projet pour leur pays, rien. Et que la seule motivation qu'ils ont pour ça vous suivre, c'est l'argent que vous leur avez miroité. Allez voir le salaire des députés au Congo. Allez voir le salaire. Et le président s'est vanté d'être un des rares au monde qui sont les députés comme ça, il s'en vantait. Mais c'était la corruption pour que tous ceux qui étaient avec Kabila le suivent. Bon, c'est bien. Tu as réussi à casser l'accord, mais pour arriver à quoi? Et à l'époque, j'avais dénoncé, hein. Les Congolais m'ont insulté. On se rappelle que vous l'avez fait Ils m'ont insulté, il n'y a pas de débat. À la radio nationale. Très bien, j'ai dénoncé ça même dans mes sorties. J'ai dit, faites attention à cette affaire. On m'a insulté, ils m'ont insulté. Ok, très bien. Lorsque des gens te suivent pour l'argent et les privilèges que tu les miroites, mais quand arrive une crise, mais tu es seul. Tu es seul. Vous voyez la validité, vous voyez, ces gens-là, c'est pas l'argent, je prends un exemple, c'est pas l'argent. Donc aujourd'hui,
Quand le président crie que son prédécesseur est dans le coup, oui, moi je partage son cri. Je partage ça. Mais au-delà du cri, quelles sont les conditions même, les conditions réelles qui favorisent un tel comportement? Pas du président Kabila, parce que moi je suis contre ce comportement depuis qu'il y a eu cette crise. Le président Kabila a perdu toute notre considération depuis que cette crise a commencé. Moi, je ne le considère plus comme étant quelqu'un à qui on peut accorder la moindre considération, M. Kabila. C'est pareil pour les Fayoulou et les Katumbi. Parce que quel que soit, quand votre pays est à ce niveau-là, vous devez taire vos querelles intestines. Regardez ailleurs ce qui se passe. Regardez ce qu'a fait Julius Malema en Afrique du Sud. Il était un opposant de feu à M. Ramaphosa. Mais quand Trump est sorti faire sa sauvagerie là, vous avez la réaction de monsieur Julius Malema. Il s'est rangé derrière le président. Il a. Mais comment? C'est ça. On peut comprendre qu'un pays est en train de s'effondrer. Les gens sont dans les calculs personnels, dans les règlements de compte. On me dira que oui, c'est qu'il n'a qu'à assumer ses actes, c'est lui, en déclenchant soi-disant les crises avec ses anciens partenaires, il savait à quoi ça allait conduire. Ça veut dire quoi? C'est un argument, ça. C'est sérieux, ça. Donc, sans vouloir aller nous abîmer dans les chiffonneries internes de ce pays-là, il est important de bien analyser le problème que le président a. Mais pas pour se moquer de lui ou bien prendre parti, mais de rapporter ça à la situation générale de l'Afrique. C'est la même chose partout. Donc, quand nos pays sont trop faibles, pas parce qu'on n'a pas le potentiel, mais parce que notre élite dirigeante, nos élites intellectuelles et académiques ne sont pas à la hauteur. Je voudrais que vous restiez un peu, Monsieur le Président, dans cette chiffonnerie interne au Congo. Certaines analyses disent que cette déclaration assez grave du président Tshisekedi à Munich est due au fait que le président Kabila, à son époque, incarnait quand même l'unité nationale et que en 2012, lui au moins avait réussi à riposter, à chasser le M23 de la République démocratique du Congo et que ce qui se vit actuellement au Congo favorise politiquement l'aura politique de Joseph Kabila et affaiblit celle de Tshisekedi. Et l'Occident, qui n'aimerait plus voir Kabila revenir au pouvoir, a peut-être fait passer cette déclaration par Tshisekedi pour tuer Kabila politiquement. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous savez, voilà la démocratie. Ça, c'est quoi? Querelle interne. Les frères se tapent dessus, s'engueulent. Pendant ce temps, les stratèges avancent dans le démembrement de la RDC. C'est à vous que je vais apprendre le principe de diviser pour mieux régner. C'est à vous que je vais apprendre ça. Où est passé à l'œuvre là? Et ça me permet de ressortir une autre caractéristique de l'Africain du 20e et du 21e siècle. C'est terrible. Il est très fort quand il faut détruire son frère. Lâche devant l'impérialiste. Lâche devant l'occupant. Je répète, les Africains du 20e et du 21e siècle. Parce qu'avant, on a eu quand même des grands Africains. Mais cette génération qui arrive là, c'est-à-dire qu'ils sont très forts. C'est-à-dire que si là de tuer son frère permettait d'aller au paradis, tous les Africains iront au paradis. Mais voyez le comportement devant un impérialiste blanc. Voyez comment il se comporte. Voyez-les. Ils balancent leur queue, invisible. Mettez-moi l'expression. Mais c'est dégoûtant quand on voit ça. Les Africains ont l'art de sauter. Ils savent entre eux faire. Quand il faut se haïr, ils ont la palme d'or mondiale. Mais voyez-les devant l'occupant. Très peu sont en situation où ils ont de responsabilité historique et d'honneur le sens de l'honneur. Vous voyez? La tendance, c'est quoi? Même le président est obligé de faire ça. Il est dans cette erreur. Présenter la crise comme aussi une querelle interne. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Kabila aussi veut faire ça. Les opposants congolais veulent montrer que non, c'est une affaire, c'est Tshisekedi le problème. Ils ne gouvernent pas bien. Allez gratter les opposants. Vous allez voir les puissances étrangères qui sont derrière. Vous allez voir les puissants qui sont derrière. Donc, pour dire quoi? Quels sont les accords secrets que Kabila a signés avec les Rwandais pour obtenir la paix? C'est de cela qu'il s'agit. Il ne veut pas dire qu'il a vaincu le M23, qu'il a chassé les ambassadeurs rwandais, etc. Oui, tout c'est vrai. Mais quels sont les accords secrets qui ont lié le pays au Rwanda pour qu'il y ait ce semblant
d'accalmie et de victoire sur le M23, ce groupe armé. Moi, j'ai été kabyliste, vous le savez. J'ai défendu Kabila parce que pendant les 15 ans qu'il a mis au pouvoir et plus, on a vu un pays qui était à terre se redresser. C'est un fait. On a même vu comment, à la fin, les Occidentaux voulaient sa tête parce que ça voulait dire ce que ça voulait dire. Nous l'avons défendu, on a été pour lui. Mais aujourd'hui, quand on regarde ça, on a l'impression de quelqu'un qui n'est qu'intéressé que par ses intérêts personnels. Il n'y a aucune vision pour le Congo. Moi, je peux le dire parce que moi, j'étais à Kinshasa, invité par les réseaux de Kabila. Parce que ceux qui vont répondre à la crise, non, ça ne comprend pas. Hein. Moi, je n'aime pas aller vite. Nous avons été invités, moi, j'ai été invité à aller dans les réseaux de Kabila. J'ai approché ces réseaux, ils m'ont invité, j'ai répondu, j'ai approché pendant moi. Qu'est-ce que j'ai constaté après? Il n'y avait aucune vision. Le président Kabila n'a pas été en mesure de donner une perspective à l'action qu'il a menée, qui soit à la hauteur, non seulement de son bilan, mais aussi de l'avenir qu'il implémentait pour son pays, qui aille au-delà de ses intérêts personnels. Je n'ai pas vu ça. Et aujourd'hui, je vois encore me dire que, bon, que je comprends, il n'est pas obligé de faire ça. Mais quand le pays est attaqué à ce niveau, on fait l'union sacrée autour de celui qui est là. Quel que soit ce qu'on pense de lui, on fait l'union sacrée. C'est un grand politicien. Donc, de ce point de vue, Tshisekedi a sa part de responsabilité dans ce qu'il reproche à Kabila, mais le comportement de Kabila est inacceptable. C'est inacceptable. C'est bien compris, monsieur le président. C'est inacceptable. Vivement que l'idéologie lumumbiste reprenne son cours en RDC avec la montée en puissance du peuple de Ouazalenko qui se mobilise pour défendre la patrie. Monsieur le président, je voulais un peu qu'on essaie d'épiloguer sur un fait qui ne va pas passer comme ça, qui passe souvent inaperçu. C'est le fait Kagame. Quelle peut être la stratégie de Paul Kagame qui a permis d'arriver à ce niveau, monsieur le président? Vous savez, l'Occident, comme l'histoire nous enseigne, quand l'Occident fabrique un traître, il le présente comme le modèle achevé de la réussite sociale, quand c'est un individu, quand c'est au niveau de l'État, de la réussite politique. Vous savez qu'on nous a présenté Ouattara comme le plus brillant économiste africain, non? Ouattara. Si, si. Alors que à l'économie, il a moins zéro. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cherche les points pour lui donner. C'est un zéro en économie. Zéro. Mais il a été présenté comme étant le plus grand économiste africain. Avec pour seule référence, j'ai été directeur général adjoint du FMI. Comme si on pouvait aller au FMI et se vanter d'avoir fait l'économie. Ils sont que le FMI, c'est une organisation criminelle. C'est la prédation organisée. Et on voit les prouesses du plus grand économiste africain depuis qu'il est présent depuis bientôt 20 ans. On voit ses prouesses. Alors, puisque là où il n'y a même pas de l'eau, il crée un pont. C'est-à-dire, s'il voit une rivière qui passe sur il va aller mettre un pont là-bas. Et on va comptabiliser les ponts, dire que c'est un grand bâtisseur. Alors que par derrière, le pays est vendu totalement à l'étranger. La Côte d'Ivoire n'existe plus. Tout est vendu à l'étranger. Tout est vendu. Et c'est normal. Est-ce qu'il est ivoirien? Il a honte de la voix de son pays d'origine. Ou un individu qui a honte du pays qu'il a fait naître. Ça ne vous dit rien. C'était une parenthèse. Donc, c'était pour vous démontrer comment on nous a maintenant fabriqué l'image d'un Kagame, acteur un génie politique, qui est en train de développer le Rwanda. Et on a commencé à nous vendre un modèle rwandais. J'écoutais M. Lionel Zinzou, un criminel encore, mais qui voulait être président au Bénin. Qu'est-ce qu'il a dit? On l'a mis dans une corbeille. C'est la corbeille où on va dans le tube pour le bébé, non? Si, si. Il y a même les corbeilles, même on porte le bébé souvent dedans quand il fait chaud là. Corbeille. On a mis Zinzou dans ça pour venir le mettre à la présidence au Bénin. Dans la corbeille comme ça. Non, c'est les vraies l'époque, on a dit que vraiment, ça dit que c'est incroyable. Pas quand même quand nous on vit à l'époque, on s'est levé, ça a profité à l'autre bandit qui est présent maintenant à la Talon. Il fallait choisir entre la peste et le choléra. Lionel Zinzou, c'est ce qu'il dit. Il fait tout son interview. Il dit que non, Kagame, quand même, c'est un modèle de foi. Il y a la croissance au Rwanda. Et que oui, la RDC, c'est la conséquence de l'effondrement de l'État dans les régions de l'Est. Il n'y a plus d'État là-bas. Les infrastructures socio-économiques ont disparu. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus rien. Donc, en face, Kagame, lui, il y a du progrès, il y a la croissance. Ce n'est pas ce qu'on vous disait pour justifier les terroristes dans le Sahel. Que non, c'est parce que l'État s'est effondré là-bas que machin. Et nous avons vu
Ça nous a pris combien d'années pour que les Africains admettent enfin? Ça nous a pris combien d'années? Moi, ça m'a pris 15 ans de ma vie pour expliquer aux Africains une évidence simple, à savoir que ça nécessite, la collection des histoires. Les terroristes sont armés, financés, protégés, fait partie d'une stratégie de la géopolitique du chaos au niveau international. Mais en RDC, c'est cette chose de Djengelin, c'est la géopolitique du chaos. Il ne faut pas qu'on insulte un continent qui a une telle histoire devant nous, comme ça. Donc, on nous prenne pour les... C'est la géopolitique du chaos. C'est consigné, c'est élaboré, c'est théorisé. Et c'est mis en pratique par les stratèges occidentaux. Et les petits, vous ne manquez pas de petits nègres de maison pour appliquer ça. Donc, on nous a donc vendu Kagame sur cette base-là comme étant un leader éclairé. Je vous rappelle que chez lui, il y a le plus grand système démocratique dans le monde, qui consiste à tuer ses opposants, à interdire toute opposition, toute critique qui existe. Vous le critiquez, vous mourrez. C'est connu. Mais les Blancs, on dit que c'est un grand démocrate. Deuxièmement, sa croissance est basée sur quoi? Le vol et le pillage, c'est connu. Dès que ça va sécher là, vous allez voir. C'est fini. Je ne parle pas de trucage des chiffres. Il truquait les chiffres, il achetait d'argent de notation, le FMI, pour produire de faux chiffres. Mon cher Djengelin. C'est quoi cette croissance où vous signez des contrats pour livrer des matières premières à des acheteurs que vous n'avez pas chez vous? Vous avez vu ça, vous? Sauf en Occident. Ça s'appelle la prédation. Ça s'appelle la colonisation. Ça s'appelle l'esclavage. Donc Kagame, c'est un engin, c'est un engin fabriqué par l'Occident pour vendre l'Afrique à l'Occident dans le cadre du projet de recolonisation. Alors vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je vais vous dire, c'est très simple. Il ne fait rien. Il est conseillé par les Israéliens, il est conseillé par ces cabinets cachés qui lui donnent tout ce qu'il faut pour faire son travail. Donc, ça, tu étais comme ça. Il fait quoi? Il ne fait rien. Donc, ça consistait, vendre le pays, vendre l'image du pays à travers une implication forte du Rwanda dans les situations de maintien de paix. Allez voir comment les soldats rwandais sont prédominants dans les champs de conflits internationaux où l'ONU intervient. C'est une stratégie. Le président. Attendez, je vous explique. Bien quand même. Pour se rendre, c'est-à-dire pour se présenter à un homme de paix. Pendant qu'il fait ça, c'est un tueur. Il verse 20 millions de morts en termes de sang. Vous voyez? Ça bonifie une image, ça masque le génocide dont il est l'auteur. Et ses patrons l'aident à entrer dans ça. La France, parce que les gens oublient que la France est impliquée à fond. La France est en train de devenir maintenant le parrain du M23, ceux qui ont les yeux voient. Donc, la France, les États-Unis, on l'aide, puisque l'ONU, c'est pas pour eux, on le place donc là. Et du coup, ça permet, vous comprenez pourquoi l'ONU ferme les yeux, ce qu'il fait en Goma. Pourquoi l'ONU est complice. La MONUSCO, elle a été prise main dans le sac. La MONUSCO est comme une sentinelle avancée de Kagame en RDC. La MONUSCO. Les Congolais ont chassé ça. C'est encore lui a tiré cette population pour maintenir la MONUSCO. Parce qu'il ne voulait pas énerver l'Occident. C'est la MONUSCO qui donne des informations. C'est la MONUSCO qui trompe les populations en truquant les processus de cesser le feu pour permettre un 23 d'avancer. C'est connu. Oui, pas impact. C'est un pacte. Alors, arriver à ce niveau de pacte de la diplomatie internationale, n'est pas seulement une affaire de que tu es trop fort, non. Il faut qu'on t'ouvre les portes. Et ceux qui lui ouvrent les portes sont les puissances pour qui il est en train de travailler, qui veut les matières premières. Sa diplomatie d'État, mais c'est aussi celle des milieux financiers et des multinationales. Deuxièmement, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un observe-le. Tout ce qu'un président africain ne peut pas faire, lui fait. Quand il allait signer le pacte avec l'ancien premier ministre d'origine indienne qui était à Londres, là, hein, les Africains ont commencé à dire que voilà un premier ministre. Il a ramassé les morceaux de feuilles en Inde pour mettre devant le premier ministre à Downing Street. Les Africains ont dit voilà un Indien qui croit à ses coutumes, machin et consort. C'est-à-dire, qui croit. Nous, on a dit à ce gars-là, c'est un vendu, il ne croit aucune coutume, c'est la couverture. Dieu merci, il est tombé. Ce gars avait déjà signé avec lui pour importer les terroristes afghans pour les loger à l'aide de la RDC. On se rappelle sous couvert d'action humanitaire. Et monsieur le Président. C'est-à-dire, le gars me l'a fait.
C'est un tueur. Il tue pour l'Occident. Et il prend un peu, il s'enrichit. Lui et sa famille. Parce qu'il fait croire qu'il fait ça pour le Rwanda, c'est faux. Si vous voulez savoir l'état du Rwanda, allez demander à ceux qui ne bénéficient pas de son régime, vous allez comprendre. La vérité, c'est le Rwanda. Donc, le Rwanda, ce n'est pas seulement Kagame et sa famille. Si. Ce n'est même pas son ennemi aussi. Mais ce sont les Hutus, ce sont les Toits. Demandez à ces gens comment ils vivent ce régime-là, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, Kagame, c'est une stratégie qu'il est conseillé par les officines du sionisme d'Israël. On ne va pas confondre avec les Juifs une fois de plus. Bien sûr, monsieur. Pas eux. On a mis tout l'appareil mondialiste mis à son service pour lui donner une stature qu'il ne mérite pas. Kagame n'est rien d'autre qu'un assassin et un criminel. Le statut de meilleur un livreur de sang, voilà. On dit qu'il y a la croissance. Si. Donc c'est cette diplomatie. Attendez, c'est ça qui a donné de l'avance donc sur les dirigeants de la RDC, eux, qui ne font pas de géopolitique et qui, à la limite, vraiment, s'ils n'avaient pas le respect pour les Congolais, j'allais dire des choses très graves sur les dirigeants. Et j'allais vous poser très grave. Vous voyez comment un dirigeant ennemi de Kagame réussit à s'insérer dans le système international de la géopolitique. Pour chuter dans cette question. C'est important cette affaire. Si. Au point de se retrouver en train de déstabiliser un pays et de défier tout le continent africain. C'est ça que s'agit. Parce que la crise en RDC, ce n'est pas la crise des Congolais. Je l'ai dit, c'est toute l'Afrique qui est humiliée, qui est frappée là. Un petit État comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne fait pas le géopolitique. Dites-moi, M. Djengele, comment on peut diriger la RDC sans faire une géopolitique qui correspond à la grandeur de la RDC? Comment c'est possible? Ça fait que vous arrachez vos cheveux quand vous regardez ça. C'est quoi ça, Tshisekedi, ça soit au pouvoir? Il n'y a pas une géopolitique. Écoutez, la géopolitique, hein, ça transcende les régimes. La géopolitique, c'est la conscience de la vocation d'une nation, de par ses frontières, de par sa possibilité à se projeter dans la scène internationale. Ça dépasse les régimes. Un pays peut avoir plusieurs visions géopolitiques, mais elles doivent savoir se coordonner pour le bien du pays. C'est ça l'État. Dites-moi comment un pays comme la RDC, ils ne font pas la géopolitique. Il n'y a pas de pensée géopolitique pour l'État. S'il y avait une pensée géopolitique pour l'État de la RDC ne peut pas se penser géopolitiquement, ça intègre le Rwanda, ça intègre l'Ouganda, ça intègre tous les pays voisins. Parce que la géopolitique, c'est que les petits États qui sont autour de la RDC sont susceptibles à tout moment d'être retournés contre la RDC. C'est le b.a.-ba de la géopolitique de la prédation occidentale. C'est le b.a.-ba. Mais dites-moi comment vous avez des dirigeants. C'est incroyable. Qui ne comprend pas ça? Manifestement, vous avez beaucoup à dire dans la géopolitique et sur... Je n'ai pas beaucoup à dire, je suis triste. Mais monsieur le Président, je suis triste, ça fait pleurer. Quand on vous entend... Attendez, ce n'est pas les compétences qui manquent. Hein. Nos dirigeants sont passionnés par leur enrichissement personnel. Ils sont passionnés par la suivi de leur famille personnelle, une fois qu'ils sont au pouvoir. Et ils mettent en arrière ce qu'on appelle l'intérêt collectif, le souci du pays. Vous avez nos dirigeants, pourquoi? C'est ça que la crise là nous dit. Ça parle à tous les dirigeants africains. Quand on vous entend, Monsieur le Président, on a envie de vous poser cette question. Quelles sont donc les leçons géopolitiques qu'on peut tirer sur ce conflit en RDC? Tout État africain qui se respecte doit avoir une géopolitique de son État. Ça va déboucher sur une géopolitique africaine. Il faut être réaliste. Si vous n'avez pas une géopolitique de votre État, allez vous êtes des villageois, je ne sais pas quoi, moi, je ne sais pas, on vous ramasse. Or, comment allez-vous faire une géopolitique si vous n'avez pas une capacité d'analyse de la situation géopolitique internationale et de voir comment ça correspond à l'état de votre pays? Ben, ces dirigeants s'ennuient, sont dans le plaisir, la débauche. Ce qui les intéresse, c'est le plaisir du pouvoir, leur famille, etc. Je suis désolé de dire ça, mais c'est un fait. C'est un fait. Moi, quand je parle avec beaucoup de Congolais, vous savez que moi, j'ai beaucoup d'amis congolais ici au Cameroun. Quand je parle avec eux, qu'est-ce qu'ils mettent en avant dans cette crise? Nous, encore, on est obligés de leur dire, mais soutenez votre président, laissez tout ça. Ils parlent du mais qu'est-ce qu'ils me disent? Tribalisme, la jouissance excessive du couple Tshisekedi, sa famille, etc., ses amis, etc. C'est nous encore qui les disons comme vous êtes fous, mais c'est ça. Donnez-vous l'union sacrée d'abord. C'est vrai pour la RDC, c'est vrai pour tous les États, y compris mon pays, le Cameroun. C'est vrai.
Donc, comment voulez-vous? Vous avez en face de vous des gens, c'est ce qu'on appelle Tintan en Europe. C'est ce qu'on appelle Tintan en Europe. Dis-nous, Monsieur le Président, parlez-nous de Tintan. Le Tintan, c'est la production des savoirs stratégiques. Et comment est-ce qu'on peut l'avoir en Afrique? À l'Occident, ça veut dire ceci. Un Tintan, c'est une entreprise d'un type particulier. C'est-à-dire, un Tintan produit le savoir stratégique qu'il va vendre, hein, et ça lui rapporte de l'argent. Parce qu'on ne fait pas le Tintan pour le plaisir des gens. Oui, c'est pas pour le plaisir du savoir. C'est une entreprise rentable. Donc, quand on s'assoit, monsieur aux États-Unis, un Tintan s'assoit, prendre 2 pays ou 3 pays africains, regarde, dit que mais ils ont la matière première, qu'est-ce qu'on fait pour prendre ça? On met l'argent pour ça. Les gens analysent vos différences tribales, vos querelles. Comment est-ce qu'on va dynamiser ça? Parce que c'est comment vous affaiblir, puisqu'on veut vos matières premières. Comment vous affaiblir? Tout le monde sait que si la RDC est très puissante, c'est dangereux pour l'Occident. Mais il revient donc aux politiciens de la RDC de comprendre que mais, voilà la pensée de nos ennemis, comportons-nous en conseiller. C'est pour ça qu'on voit le 2 pas. Ce n'est pas le cas. Il laisse les babos pousser. Ça va là, c'est à quoi pour la RDC? C'est tout du moins c'est look. C'est look de quoi? Il pense quoi? Monsieur le Président, est-ce que... Ce n'est pas le seul, hein? Mais c'est choquant de voir Kabila se comporter comme ça. Ce tel quand son pays est en train de mourir. On espère bien qu'il va nous écouter et que... Non, mais si vous n'écoutez pas... Qu'il va prendre ses responsabilités. Non, on ne le supplie pas. Qui reste là où il est? Je vous ai dit que la RDC, vous ai dit. On l'interpelle tout de moins, monsieur le Président. La RDC, non, on ne le supplie pas. Que sa barbe, qu'il sa barbe là-bas. Mais nous pouvons quand même l'interpeller aussi. Je le dis, le problème Kabila nous connaît très bien. Nous l'avons soutenu au risque de notre vie. Nous sommes déçus par son comportement. Qu'il reste avec sa barbe, que ça pousse davantage. On n'est pas en train de le supplier. Hein. La RDC ne tombera pas. Tous ces opposants-là qui font les calculs parce qu'ils pensent que c'est ce qui va tomber, la RDC ne tombera pas. Vous êtes toujours optimiste. Non, mais qui se vous portez la RDC exactement comme votre propre pays. Oui, c'est mon pays. Et nous profitons aussi là pour saluer les Congolais. Monsieur le Président, nous constatons quand même 2 poids 2 mesures dans les relations internationales, dans la configuration diplomatique, géopolitique, les institutions internationales. Quand on voit la crise en Ukraine, les sanctions qu'ont subi la Russie, l'aide internationale qu'a gagné l'Ukraine, les militaires, le financement, les armes. Mais pourquoi la RDC ne bénéficie pas de cette même sympathie? Vous posez la question? Monsieur le Président, c'est vous qui répondez. Ok. La RDC est habitée par les qui? Pas les Congolais, Monsieur le Président. Non, ce sont des singes. Mais nous voyons des Congolais. Vous êtes qui? Vous êtes un Africain, non? Si. Vous croyez que dans le monde vous considère? C'est ça le problème des Africains. Comment d'autres vous voient? Je vous dis, ça rend triste de voir un tel niveau d'inconscience sur un continent. Ça rend triste, moi je vous dis. C'est-à-dire que vous croyez que la RDC brille parce qu'il fallait pour pas faire la musique, parce que tout ne sait rien là partout. Vous croyez que la RDC brille parce qu'il faut le mieux de faire cette image là partout. Vous avez en face de vous des gens qui ont juré depuis des siècles que vous êtes trop riches et que ces richesses ne vous appartiennent pas. La RDC est née sur ce principe-là. C'est la colonisation de monsieur, c'est l'accaparement du pays par Léopold II, etc. Toute l'histoire de la RDC est basée sur le fait que ces matières premières-là, ils vont punir ce pays parce que Dieu vous a rendu immensément riche. Comment est le comportement des Congolais? Ils sont conscients de ça. Eh bien, leur comportement correspond à la situation de leur pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous voyez qu'on se fait un pays en tournant les reins. Ou bien un pays grand parce qu'il fallait pour pas danser avec Macron, boire la bière. C'est maintenant qu'ils vont comprendre pourquoi Macron danse avec boire la bière, il fallait pour pas. Pourquoi il invite à l'Élysée. C'est maintenant qu'ils vont comprendre. Et nous, on a crié à l'époque, qui nous a insultés. L'Occident ne vous considère pas comme des êtres humains. C'est tout. Il ne nous considère pas comme des êtres humains. Deuxièmement, la reine est son compte parce que pourquoi vous avez autant de richesses dans votre sous-sol? Eux, ils n'ont pas ça. C'est dans une malédiction d'avoir des richesses. Tout, bien sûr, pour l'Occident, c'est... Mais attendez,
Monsieur Kissinger avait dit à Monsieur Allende, non, le peuple chilien, que nous, on va vous punir parce que vous avez élu Allende à votre tête. C'était une élection démocratique. Kissinger a dit, nous allons punir le peuple chilien pour avoir élu démocratiquement Allende au pouvoir. Vous vous rendez compte? Vous savez ce que ça veut dire? Et ils ont mis ça en pratique, hein? Ils l'ont tué dans son palais. Donc le Congo est victime de la 4e révolution industrielle. J'arrive. Vous mettez le pied là où ça fait mal. Bien sûr. Le Congo, je vous ai dit que la théorie élémentaire de la géopolitique occidentale, c'est que les matières premières africaines n'appartiennent pas aux Africains. C'est pas écrit. Allez lire la charte de l'impérialisme. Mais quels Africains ont lu ce document? Quand on parlait de ça, on nous a dit que ça n'existe pas. Nous avons démontré là où ça existe. Allez lire ça. Toute la géopolitique de l'Occident, c'est dans la charte de l'impérialisme. Ce n'est écrit, tout le reste, c'est pour tromper les naïfs. C'est comme on donne une banane à un singe. C'est tout pour l'amadouer. Tant que nous ne comprenons pas ça en Afrique, bon, Dieu nous sauvera. Dieu est bon, il nous sauvera. Sinon, on va disparaître. Hein. Mais les gens s'amusent. Est-ce que le comportement des Congolais, de leurs dirigeants, de leurs hommes politiques, correspond au projet géopolitique que l'Occident a pour ce pays? Nous sommes là en face de la géopolitique du chaos à l'état pur. C'est systématisé, c'est systémique, c'est clair. Criez là, avec vos émotions, on s'en fout, on la va. Quelqu'un vous a dit non, que c'est existentiel. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Que c'est existentiel. Ça veut dire quoi en français? Il dit que c'est existentiel. Il dit, je joue ma suivi ici, c'est ma vie. Le Rwanda, c'est un engin. C'est Kagame, hein? Voilà, c'est Kagame. Le Rwanda, c'est comme un missile, non? À longue portée. On lance un missile pour avoir un objectif, pour aller frapper une cible. Le Rwanda, ce Kagame est devenu un engin international, dans les mains de la prédation internationale, pour aller voler les matières premières de la RDC, balkaniser le pays, l'éclater en plusieurs morceaux. Et quand ça arrivera, que fera la RDC? Que fera le Congo-Brazzaville? Avec celui qu'on a fait présent à Congo-Brazzaville. Celui-là, c'est qui? Vraiment celui-là. Vous pouvez qu'on peut aborder des défis du 21e siècle avec les gens comme ça, vous êtes sérieux? Il allait voir, il dit, il est illégal, parce qu'il est en accord avec Kagame. Il pense son pays va survivre si la RDC éclate. Parlez au Cameroun. Le Cameroun va-t-il survivre si la RDC éclate? Mais quand vous regardez les dirigeants camerounais et les opposants camerounais, ils comprennent ce genre de choses. Ils sont dans la querelle des frères, ils sont dans la bataille des frères. Les frères se querellent pendant que les vraies choses, les blancs s'en occupent. Se querellent tous. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Les élites africaines doivent avoir, chacun pour ce qui concerne leur pays, de manière provisoire, une géopolitique correspondante à la situation territoriale, à la situation, à l'écosystème de leur pays, à la vocation de leur pays. Après ça, c'est le début pour arriver à une géopolitique continentale, panafricaniste. Et je répète, ce n'est pas les compétences qui manquent. Mais ils ne veulent pas le faire. Parce que chacun qui arrive au pouvoir, son rêve, c'est être reçu à l'Élysée, c'est devenir un blanc. Voilà, c'est devenir un blanc. Être en paix avec les Occidentaux et tuer ses propres frères. On est très violent avec les frères, mais quand c'est les Occidentaux, on devient un diplomate. Pourquoi les présidents africains sont aussi diplomatiques quand ils sont en face de l'Occident et quand ils sont en face de leur population, il n'y a pas de diplomatie. Ils envoient toute la force pour régler les problèmes. Vous avez posé cette question-là? Dites-nous, Monsieur le Président. Mais c'est un caractère général de tous nos États. Non, quand ils ont fait l'Occident, c'est la diplomatie. Non, le diplomate, machin. Il fait très sage, il fait la réelle politique. Mais quand les populations, comme par exemple, manifestent pour demander le départ de la MONUSCO, le président Tshisekedi a fait tirer cette population. Bon, il a fait la réelle diplomatie. Il a fait la réelle diplomatie, non? C'est où aujourd'hui? La MONUSCO joue quel jeu? Vous voyez pas ce que j'ai l'ONU vous dit que le M23 est surarmé. Vous n'avez pas entendu ça? Quel est le double jeu? Ça ne vous rappelle pas ce qu'avait dit Chirac dans la crise ivoirienne? Que non, il faut mettre les rebelles dans le gouvernement, ils sont armés. Vous avez oublié? Ce n'est pas la première fois que ça s'est fait en RDC. Non, je dis, Chirac dans la crise ivoirienne a dit que Gbagbo doit mettre les rebelles dans l'armée parce qu'ils sont armés.
le secrétaire général de l'ONU est en train de vous dire quoi? Que les gars là sont surarmés au point où on ne peut rien faire contre eux. Ça veut dire quoi? C'est que va négocier avec le M23, ça veut dire. Mais lui, il a fait tirer la population quand ils ont demandé à Ngoma de chasser la MONUSCO. Un pays existe parce qu'il y a un minimum de conscience nationale. Hein. Il y a un minimum de conscience des intérêts nationaux. Quand ça n'existe pas, ça ne vaut pas la peine. En RDC, il n'y a pas ça. Voilà, ça se voit. Ils se querellent, ils préfèrent s'entretuer. Même c'est comme si certains disent que Kagame va même jusqu'au bout. Le gars, c'est le cas, il est kazaïen, hein, c'est ce que je crois, non? Si, si. Le kazaïen, là. Kazaï. Hein, il faut qu'il tombe. Mais Mobutu est tombé. Kabila père est tombé. Kabila fils est parti. Les mêmes problèmes persistent. C'est ce qui arrive, à un moment donné. Il faut un peu que les gens se ressaisissent. C'est pour ça que malgré tout ça, nous saluons ce qu'on perçoit monter dans le pays. Où enfin les Congolais commencent à redécouvrir la grande idée nationale qui doit faire leur pays. Nous, on salue ça. On encourage ça. C'est que nous, on se tient sur ça pour dire que le Congo ne tombera pas et qu'ils vont marcher sur Kigali. Alors que la régie nous rappelle que le temps est déjà imparti, bien que nous ayons ajouté quelques minutes, quel est le mot d'espoir, pendant que nous voulons conclure ce direct, Monsieur le Président, le mot d'espoir du panafricanisme que vous êtes à l'endroit de nos frères de la RDC? Il n'y a pas de mot d'espoir, je suis avec eux, je suis congolais. Monsieur le Président Banakani, vous êtes congolais. Nous sommes à la 40e émission sur la RDC. Une énième émission, Monsieur le Président. Pourquoi on fait ça? C'est notre pays. Voilà. Donc, ce n'est pas un mot d'espoir. On est dans le combat avec eux. On les soutient dans le cœur. Et je dis, ils gagneront. La RDC va sortir dans le cadre de ce combat. Cette crise-ci, dans cette crise-ci, mon cher Djengele, Dieu parle à la RDC. Les crises, ça fait pleurer. Mais les crises sont des moments d'introspection. Vous savez, c'est souvent pas les déchirements de cette nature qu'une grande nation se réconcilie avec elle-même. C'est souvent dans les larmes et les pleurs de parler de situation que le beau bébé, le pays qui renaît de ces cendres-là, émerge. Pourvu que les habitants du pays tirent les conséquences. Que chacun fasse de l'introspection nécessaire. La RDC est trop important pour l'Afrique. Pour qu'on l'abandonne la RDC dans les mains d'un voyou comme Kagame et ses commanditaires étrangers. Et c'est avec ces mots. C'est important. Moi aussi, je pense que le temps est arrivé, mais laissez-moi aller au bout de ma pensée. Le message le plus important, c'est que ouvrons nos yeux finalement sur les rapports que nous avons avec l'Occident. Ouvrons nos yeux sur les relations. Ouvrons nos yeux enfin sur qui est l'Occident. Et que si on veut traiter avec ces gens-là, qu'on sait ce que ça veut dire. On dit que pour s'asseoir à la table du diable, il faut avoir une très longue cuillère. Est-ce que les Africains ont de longues cuillères qui les permettent de s'asseoir à la table et parler avec les Occidentaux? Vous voyez comment des gens versent le sang sans état d'âme? Vous voyez comment les gens systématiquement une géopolitique pour balkaniser un pays sans état d'âme? Vous voyez comment quand c'est déclenché, on paralyse les présidents africains, on les tient tous par la queue, personne ne blanche? Bon, c'est vrai aussi, reconnaissant que ça bouge quand même. Hein. A bougé à l'Union africaine, le président Kagame est sorti comme un pestiférant, là, il est sorti là, tout honteux. Mais c'est très indexé. Oui, ça bouge, on salue ça. Mais c'est pas que ça, il faut envoyer les troupes en RDC. Il faut envoyer les troupes en RDC. C'est le seul langage que Kagame comprend, il faut envoyer les troupes en RDC. Il faut que l'Afrique parle d'une voix à l'Occident, que cette fois c'est là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quand les Occidentaux verront que les Africains sont unis, la RDC va respirer. Vous savez que la régime donne un peu de temps. J'étais en train de dire ceci. Vous savez, à la fin, c'est quoi cette géopolitique? Ouvrez les yeux vous-même. Tout ça, c'est une surenchère. Kagame est utilisé, sa nègre de service, il est utilisé pour lever les enchères. Quand on lève les enchères avec lui, on vient voir ce qu'il dit. On dit que bon, c'est un vaurien, on peut le lâcher. Offrez-nous beaucoup. Offrez-nous beaucoup plus. C'est ça qu'il s'agit. Ça a commencé. Donc c'est le prix à payer. Ça a commencé. La Belgique vient féliciter Kagame. Même la France dit maintenant qu'on va condamner Kagame. Donald Trump m'a envoyé même un émissaire spécial. Ça a commencé. L'enjeu c'est quoi? Et c'est pour ça que tu t'es dit se maintient dans 5 lignes. Sachant qu'il n'a pas d'armée,
Il est dans une ligne diplomatique parce que c'est que la RDC est riche à offrir. Mais c'est une solution très provisoire, ça ne va rien régler. À terme, il faut armer la RDC à la hauteur de ses matières premières. Pour que désormais, un pays comme le Rwanda n'ait plus jamais de telles intentions. Qu'aucun pays voisin n'ait plus l'intention de faire tromper à la RDC. Et même en plus, et mettre l'ordre dans toute la sous-région, c'est la vocation de la RDC. Je dis mettre-le dans toute la sous-région. Donc, dans tout c'est quoi? Vous voyez que, pour qu'on lâche le 1-23, on va déshabiller la RDC, donnez-nous beaucoup. Ils vont demander plus. Ils vont demander plus. Et la RDC a beaucoup à donner par rapport au Rwanda. Vous voyez très bien que malgré tout ça, est-ce que le président Tshisekedi veut diversifier les partenariats? Vous voyez comment il traîne? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller voir le président Poutine? Qu'est-ce qui l'empêche? C'est la question qu'on vous pose, monsieur le président. C'est pas une question, je vous ai dit que c'est un blanc, c'est un occidental. Je le soutiens dans cette crise. C'est un occidental. Moi, je sais ça. C'est un occidental. Donc, c'est ça, c'est le message qu'il faut savoir. Que ça enseigne les Africains en général et nos pays en particulier sur l'enjeu des matières premières. Et tout à l'heure, vous avez oublié de poser la vraie question centrale. Quand il fallait aller développer les plantations, rentabiliser la découverte de l'Amérique et les plantations de canne à sucre, de coton, etc., de sucre là-bas, c'est la main-d'œuvre africaine, négro-africaine qui allait travailler dans les plantations. Parce qu'on était plus fort que les Blancs et les Indiens. Ça force le travail de l'Africain. Quand l'Angleterre déclare la révolution industrielle, l'Occident est devant un problème majeur, les matières premières. On s'est tourné vers où? Vers l'Afrique. Et ça débouche sur quoi? Sur la colonisation. Si. Toutes les trois révolutions qu'il y a eu là, industrielles qu'il y a eu, ne sont pas possibles sans l'Afrique. À cause de ces matières premières. Vous avez compris. Et ça ressources humaines. Mais voilà, le monde est à la 4e révolution industrielle. Vous entendez tous les jours intelligence artificielle. Vous entendez tous les jours transition verte. L'Occident n'a pas ce qu'il faut pour faire ça. Il y a une guerre terrible entre la Chine et l'Occident sur quoi? Parce que la Chine a les métaux rares. Et les gens ne savent pas que la Chine est l'une des pourvoyeuses des métaux rares à l'Occident. L'Occident, très bien, sait que c'est mortel de dépendre de la Chine à ce niveau-là, pour prendre seulement l'exemple. Or, tous les métaux rares, toutes les matières premières se trouvent en Afrique. C'est pour ça qu'on observe que l'une des entreprises de high-tech de la 4e révolution industrielle, qui est Apple, est vraiment en train de piller au Congo aussi. Le président a porté plainte. Justement, il a porté plainte et Apple est en train de reculer. Mais ils vont changer de nom. Ils vont même créer une succursale qui va aller faire ça par derrière. Ils ont un problème. Ce que l'Union européenne fait là, c'est pour les singes. Hein. Ils s'en sortent. Vous sanctionnez quand même dans un pays, un endroit où il y a la guerre. Qui va contrôler ça? Qui va aller contrôler ça? La France a même sanctionné un pays, le Rwanda, mais elle a sous-traité avec les militaires rwandais pour défendre Total. Là-bas, vous avez compris Total au Mozambique. J'allais oublier ça. Voilà une des raisons, entre autres, des relations entre Macron et Kagame. Donc, vous voyez tout ça. Donc, c'est pour dire que, comme cela s'opposait au début de la colonisation, quand l'Europe a déclenché la révolution industrielle, un problème majeur qui va déterminer le sort de l'Afrique s'est posé, où trouver les matières premières. C'était en Afrique, ça a déclenché la colonisation. En plein 21e siècle, l'Occident est placé devant le même problème, où trouver les matières premières pour soutenir sa 4e révolution industrielle. Et qui pour elle est une question, pour lui, une question de survie en Afrique. Vous ne comprenez pas pourquoi on a programmé la recolonisation du continent. À la 4e révolution industrielle correspond une nécessaire recolonisation du continent africain. C'est ça les conflits en RDC. C'est ça les conflits futurs dans tous les pays africains, riches en matières premières, qui s'amusent à ne pas faire de la géopolitique, à ne pas être à la hauteur des enjeux. C'est le message qu'il faut passer à tous les Africains. C'est ça que je suis congolais. Moi, je suis congolais, je tiens la RDC. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Congolais qui m'insultent tous les jours, m'insultaient en disant que tu soutiens un dictateur, un vieillard chez toi. Ils comprennent maintenant pourquoi ils soutiennent leur pays et leur président, malgré tous ses défauts. Moi, je n'ai rien à faire avec ce qu'il dit. Sur le plan politique, on n'a pas même idéologie. Tout avec ce président Tshisekedi, tout entre nous diverge.
Donc, c'est le président Tshisekedi. Au Congo, ma référence, c'est Lumumba, vous le savez. Tshisekedi n'est pas lumumbiste, comme son père. Ils sont à la limite anti-lumumbistes. Nous ne voulons pas rappeler ces antécédents. Non, c'est un fait que je donne. C'est un fait que je donne. Pourquoi nous soutenons le président Tshisekedi à l'heure actuelle? Pourquoi nous lui apportons notre souci? Pourquoi on est prêt à mettre nos partis pour qu'on tire même dessus pour ce pays? Si vous comprenez ça, vous allez comprendre la même démarche chez nous. Au Cameroun, c'est la même chose. On a besoin dans nos pays de plus de solidarité, de conscience, de l'unité, des intérêts nationaux dans nos pays, face à ce qui est déjà déclenché. C'est déclenché, hein? C'est déclenché là. Face à ça, sinon, beaucoup de pays africains vont éclater. Vont éclater. D'ailleurs, le projet avait été entériné par l'ONU. C'est Kofi Annan. La fameuse grande conférence de l'ONU pour la prospérité. C'était quoi? C'était l'agenda des multinationales. Et c'était basé sur quoi? D'où vient à l'ONU l'organisation qu'on appelle United People Organization. Vous avez une United People Organization. Nation Organization, à l'ONU. C'est cette organisation qui parraine toutes les revendications séparatistes et sécessionnistes là à l'ONU, y compris au niveau du Cameroun avec les ambazoniens. Les Freedom Fighters. Tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est un plan parrainé par l'ONU, à savoir, on va démembrer tous les pays africains des enclaves riches qu'ils ont. Et on va tout faire pour qu'ils ne contrôlent pas ça. C'est le projet de l'ONU visant à fractionner les États africains et à faire émerger au moins 20 nouveaux États en Afrique. C'était quoi le projet? C'était ça. C'était ça. Et le United Nations People Organization est à l'ONU le couloir pour entrer à l'Assemblée générale. Et ce couloir est contrôlé par les multinationales qui ont les réseaux qui les permettent d'entrer. Voilà pourquoi vous avez, pour la crise dite anglophone au Cameroun, vous avez près de 19 sénateurs américains qui ont soutenu les ambazoniens. Nous avons leur nom. Là, le reste, nous avons leur nom. Donc, pour dire que je suis congolais, j'ai foi à la victoire de la RDC sur l'état criminel du Rwanda et sur le dirigeant génocidaire Kagame. Le président, nous apportons tous nos encouragements au président Tshisekedi. C'est difficile, il a tout notre soutien. Tout notre soutien. Nous demandons aux Congolais d'être unis dans cette crise. Le meilleur est à venir pour la RDC. Le meilleur est à venir pour la RDC. C'est avec ce mot d'espoir que nous allons conclure ce direct. Vous avez été nombreux scotchés sur la plateforme numérique, notamment la chaîne YouTube du Nouveau Mouvement Populaire, NMP officiel. Nous vous disons merci, chers internautes. Nous savons que c'est un sujet passionnant. Nous sommes tous Congolais. Vous pouvez suivre la démarche, vous donnez votre nom, vous posez vos questions. Il y aura d'autres émissions consacrées à la République démocratique du Congo. Nous disons merci comme ça à la régie, merci à l'équipe technique, à l'équipe de rédaction, je vais dire. Merci comme ça à tous ceux qui ont participé pour le déroulement parfait de ce direct. Nous disons comme ça merci au président Badakani, fidèle à son poste, et à nous revoir très bientôt.